Ouais, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du plan de bassin d'adaptation au changement climatique Rhône-Méditerranée. Donc, je suis Emma Aubert, je suis animatrice du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques à la RBE. Et pour animer ce webinaire, je serai accompagnée, notamment pour récupérer les questions qui seront dans le fil de discussion, par Corinne Roelli, qui est aussi animatrice du RGMA. Donc pour ce webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion. Et je vous informe que l'enregistrement de la conférence et les présentations seront ensuite en ligne sur le site de la RBE. Au niveau du déroulé du webinaire, donc ce webinaire il va se réaliser en deux temps. Donc une première partie de présentation du PBACC qui sera faite par Nathalie Quelin, chef de l'unité politique de l'eau à l'Adréal. Et ensuite, Philippe Pierron, chef du service planification, affaires régionales, redevances et études. Et, pardon, je ne vois plus mon diaporama. Et Joël Hervaux, chef de projet ressources en eau et changement climatique à l'Agence de l'eau. Et en fin de webinaire, on va garder environ 10 minutes pour les questions-réponses. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations dans le fil de discussion. Donc, ce webinaire, il est animé par la RBE et il s'inscrit dans le cadre des webinaires Une heure pour comprendre et agir. Alors, en quelques mots, la RBE, c'est un établissement public de coopération environnementale qui est un outil de coopération entre la région, l'État et des collectivités engagées et un opérateur. Sa mission principale est de mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la préservation de la biodiversité et le développement durable. Cela autour de quatre axes d'intervention: l'accompagnement des collectivités et des acteurs dans des démarches et actions de préservation de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique, l'amélioration et la valorisation des connaissances en matière de biodiversité, d'eau et de transition écologique, l'information, la sensibilisation et la formation des différents publics aux enjeux de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique, et le positionnement au cœur de réseau en animant des réseaux d'acteurs et en développant des projets européens et internationaux. Ce webinaire est le dernier du premier cycle de webinaire de cette année 2024. Vous pourrez voir prochainement les cycles à venir pour la suite de l'année sur le site de la RBE. Et sans plus attendre, je passe la parole à Nathalie Quelin de l'Adréal pour la première partie de ce webinaire. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Bah, c'est fait. C'est bon, Joël, tu peux partager le diaporama. Normalement, c'est bon? Non, Alors, c'est pas sur la première page. voilà. Bonjour à tous, merci d'être connectés pour ce webinaire donc sur le plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Donc c'est un plan qui est sur 2024-2030 et qui a identifié 30 défis collectifs pour le bassin Rhône-Méditerranée afin qu'on puisse essayer d'avancer collégialement par rapport aux effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu tout ça. Donc avant de démarrer sur le contenu exact, petit quiz, réfléchissez, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence en termes de climat pour vous si on a un changement de plus 4 degrés à 2100, comme on nous le prédit? Quel serait a priori le climat à Marseille? Bonjour, on a des personnes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, allez, est-ce que vous avez trouvé? On serait à Séville. Alors, voilà, donc on vous a mis sur cette carte un petit peu. Donc, Paris, ça serait le climat actuel de Montpellier. Donc, ça, voilà, on voit bien qu'il y a, il y a une évolution pressentie. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que, bon, on a déjà constaté hein, lors d'aujourd'hui des évolutions du climat et ça va s'accélérer avec des impacts qui vont s'intensifier, notamment pour la ressource en eau. On sait d'ores et déjà que bah, pour les glaciers, sur les glaciers français, ils vont disparaître d'ici la fin du siècle. Par ailleurs, on nous annonce aussi que globalement, les précipitations annuelles
vont avoir des évolutions avec des contrastes saisonniers qui vont être plus accentués. Et on aurait du coup plus de pluie que de neige, ce qui va modifier aussi un certain nombre de choses dans notre quotidien, puisque si on est sur cette trajectoire-là, ben, il y aurait plus d'évapotranspiration et du coup moins d'eau disponible pour les plantes, par exemple. Une élévation du niveau marin qui est aussi en continu, des débits de cours d'eau et de nappes qui seraient moindres au niveau et des recharges de nappes qui seraient moindres en période estivale. Tout ça qui pourrait générer du fait de l'augmentation aussi des températures sur des périodes prolongées avec des augmentations des incendies de forêt, par exemple, pour les régions méditerranéennes. Ces projections sur le bassin Rhône-Méditerranée, on a fait déjà des constats, hein, notamment là, 2023, c'est le moment où il y a eu les réflexions sur le plan d'adaptation au changement climatique, sur le SDAGE à l'échelle Rhône-Méditerranée. Et donc, c'est une date qui est intéressante puisqu'on voit bien que d'ores et déjà, on a un certain nombre de paramètres qui nous alerte. On voit qu'en moyenne, sur le bassin versant du Rhône, ben, on a d'ores et déjà constaté qu'il y a une augmentation ces 60 dernières années sur le bassin. Ce réchauffement-là, il est plus marqué en fait sur certains secteurs, notamment sur les périodes estivales. Et là, on projetterait à 2050 des hausses de cette moyenne qui monterait à 2,3 degrés, donc ça serait déjà pas mal. On voit aussi que, ben, ce que je vous disais, hein, les précipitations neigeuses, on a d'ores et déjà constaté qu'elles diminuent et elles continueraient à diminuer sérieusement sur notre bassin. Cette baisse de quantité de neige, ben donc, vous savez que ça sert aussi au soutien d'étiage naturel de nos cours d'eau et de nos milieux. Et donc, ça pourrait engendrer à la fois, à cause des températures plus élevées et à la fois du fait qu'il y a moins de neige, ben des problématiques de fonte précoce et du coup, moins de soutien d'étiage. L'assèchement des sols, c'est aussi une problématique importante. Voilà. Donc, on a quand même identifié à l'échelle du bassin des incontournables qui pourraient nous permettre de nous adapter et qui rejoignent des constats nationaux et voire mondiaux, hein. Donc, l'idée, c'est de consommer moins d'eau, ce qui est repris aussi dans le plan eau du niveau national. La préservation et la restauration des écosystèmes, ça leur permet d'être plus résilients et d'être mieux fonctionnels face au changement. Les sols, c'est aussi un petit peu un système important qu'il faut qu'on préserve et on s'appuie sur les services qui sont rendus en facilitant l'infiltration, en permettant d'avoir une meilleure gestion agronomique des sols, en permettant la respiration des sols puisque c'est eux qui font l'interface entre les nappes, les milieux naturels et les cours d'eau. Euh, L'idée aussi, c'est de mieux se concerter au niveau local sur des échelles qu'on préconise être à l'échelle de bassins versants notamment, pour pouvoir bien prendre en compte collégialement l'ensemble des besoins des uns et des autres et les adapter. Planifier des solutions avec des aspects prospectifs, y compris sur le volet de l'aspect prospectif économique, hein, en faisant l'analyse économique de ce qui se passe, en ayant une réflexion qui permette d'intégrer au mieux des solutions fondées sur la nature dans nos projets, dans nos programmes. Donc, le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée et le plan de gestion des risques contre les risques inondations sont des premiers plans, programmes qui permettent d'identifier un certain nombre de solutions pour
faire face à ces évolutions annoncées du changement climatique. Donc, au niveau du comité de bassin, il y a eu un gros travail de fait. Il y avait un premier plan d'adaptation au changement climatique qui avait été porté en 2014, mais il n'était pas chiffré. Là, en 2024, on est sur le passage à l'action avec l'identification de 5 enjeux majeurs qui ont été choisis pour pouvoir avoir des leviers prioritaires d'action. Donc, il y a sur la baisse de la disponibilité en eau, sur la problématique de la perte de biodiversité aquatique et humide, l'assèchement des sols, la qualité de l'eau et les risques naturels en lien avec l'eau, c'est-à-dire la submersion et les inondations. Donc, ces enjeux ont permis de définir un panier de solutions pour pouvoir agir rapidement sur la base de cartes de vulnérabilité qui vont vous être explicitées dans l'exposé, qui permettent d'affiner en fait à quel endroit on peut agir et comment. Et donc, il y a une liste de 30 défis qui a été validée par les membres du comité de bassin Rhône-Méditerranée pour dimensionner en fait l'effort que l'on doit mener collégialement d'ici 2030, c'est-à-dire sur le pas de temps qui correspond aussi au pas de temps du SDAGE, puisque on est bien dans un miroir et le plan d'adaptation au changement climatique est en fait le volet changement climatique qui s'articule à la fois avec le niveau national, le plan eau, et à la fois avec le SDAGE qui est notre programme Rhône-Méditerranée. Voilà, donc dans les paniers de solutions, l'idée c'était de vraiment remettre en avant en fait sur quel type d'action on peut agir de façon les plus efficientes dans nos politiques. Donc, il y a notamment tout ce qui concerne l'urbain et la préservation des sols, ralentir le ruissellement, infiltrer les eaux, limiter l'évapotranspiration. Il y a tout ce qui concerne la ressource en elle-même, donc avec la réduction des consommations, mieux partager, travailler à des échelles territoriales sur nos besoins et nos économies d'eau pour qu'on puisse rester compatible avec la ressource disponible. Travailler aussi sur toute la problématique de la qualité, puisque si on maîtrise les pollutions et si on permet au milieu d'être moins impacté, et ben, du coup, c'est aussi un moyen de favoriser le bon état des milieux. Euh, Ce qui s'articule aussi avec la fonctionnalité des cours d'eau, la restauration des zones humides, évidemment, hein. Les zones humides, ce sont des milieux particulièrement importants pour préserver euh, l'avenir. Il y a aussi les habitats marins et côtiers qui sont des habitats importants à préserver, hein. Vous connaissez tous en Méditerranée le rôle important des herbiers, par exemple, de Posidonie, et la préservation des espaces naturels terrestres. Et il y a aussi en rouge, donc vous voyez à l'écran, tout ce qui concerne plutôt la gestion du risque, le fonctionnement des milieux et la résilience des territoires exposés, pour aussi faire face à ces éléments de changement climatique, sachant que la résilience, ça concerne à la fois le côté inondation et le côté submersion marine. Je vais peut-être laisser la main à Philippe qui pourra nous exposer la suite. Bonjour à toutes et Merci. tous. Merci Nathalie. Première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir fait un diagnostic de vulnérabilité à une échelle de bassin versant? Finalement, on est descendu à une échelle très, très fine. En fait, on a identifié plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord que les impacts sont différents en fonction des territoires et en fonction des enjeux qu'on va traiter. Donc, il nous semblait important de pouvoir descendre à cette échelle.
C'était nous permettre aussi de voir la vulnérabilité des territoires entre eux. Vous allez voir que sur certains enjeux, il y a des territoires qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. C'était de permettre d'identifier à l'échelle du bassin versant la problématique la plus prégnante ou les problématiques les plus prégnantes, et puis donc de définir les territoires sur lesquels il faudrait agir en priorité. Et puis dernière idée, c'est que finalement il faut qu'on arrive à dégager des stratégies, et ces stratégies, elles ne sont bonnes que si elles sont locales. Elles ne doivent pas être décidées depuis depuis un territoire trop éloigné. Et bien sûr, ce qu'on va vous présenter sur ces diagnostics de vulnérabilité, c'est bien une vision du futur, donc en 2050, si on ne fait rien du tout. On espère bien qu'on va tous se mettre à travailler et trouver des solutions. Alors, comment a été élaboré le diagnostic de vulnérabilité? En fait, c'est une histoire qui est vraiment co-construite. On parle d'histoire parce que on a essayé d'assumer collectivement ce document qui s'est étalé entre 2022 et 2024. Donc, il a été travaillé à la fois par un COTEC, mais également par le comité de bassin, notamment au travers de son bureau, le bureau du comité de bassin, et enfin au travers de GT, de groupes de travail à la fois thématiques et des groupes de travail qui sont autour des différents usages. Donc, on a vraiment pu multiplier les échanges sur ce travail. Et donc, ça a permis de choisir l'échelle de travail. Vous voyez, c'est au COTEC du mai 2022, de choisir les enjeux à traiter un peu plus détaillé sur les ateliers facteurs de sensibilité, exposition, par exemple. Voilà. Bien évidemment, ce qu'on vous dit aussi, c'est que suite aux différents retours, eh bien, on a pu adapter les règles du jeu qu'on s'était fixées, soit par expertise, et puis pour gommer certains effets de seuil entre classes, parce qu'évidemment, quand vous choisissez un niveau de seuil, eh ben, forcément, vous mettez dans un secteur ou dans l'autre les différents territoires, et donc on a pu, grâce aux échanges qu'on a pu avoir, ajuster ces différents seuils. Alors, comment on construit cette vulnérabilité? C'est quelque chose finalement d'assez simple. C'est qu'on a croisé sur le territoire des facteurs d'exposition et des facteurs de sensibilité. Donc, dans les facteurs d'exposition, en fait, ce sont les facteurs climatiques du changement climatique. Donc, on s'est appuyé là sur les données du projet Explore 2, sur le DRIAS, qui nous permet de comprendre ce que pourrait être le climat en fonction de différents scénarios qu'on a pu utiliser. Là, on est vraiment, si on veut faire varier ce facteur-là d'exposition, on est sur de l'atténuation, c'est-à-dire qu'il faudra jouer sur, par exemple, la production d'utilisation des gaz à effet de serre. Sur le deuxième facteur, c'est la sensibilité. Donc là, on parle du territoire, c'est-à-dire quelles sont les pressions qui s'exercent actuellement sur le territoire, notamment sur toutes les masses d'eau. Et là, on a utilisé principalement toutes les données qui sont issues du travail sur le SDAGE. Donc, on a repris les états des lieux, l'occupation du sol, les diagnostics de pression, etc., qui nous a permis de croiser les deux facteurs, donc le facteur d'exposition et le facteur de sensibilité. Et vous voyez sur ce graphique que plus on est sensible et plus on est sur un territoire exposé, bien évidemment, plus notre degré de vulnérabilité sera élevé, avec toute une échelle de valeurs entre des territoires peu exposés et peu sensibles jusqu'à des territoires qui sont très exposés et très sensibles. Alors, pour poursuivre l'explication, ce qu'on a pris en charge, c'est de se dire on se projette à 2050, c'est-à-dire d'ici 30-35 ans. Ensuite, on a évidemment, on assume le fait d'avoir pris un scénario pessimiste, c'est le RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste. Et à ça, on a croisé la sensibilité territoriale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a une, c'est la sensibilité, c'est ce qu'on connaît, nous, sur l'état des pressions sur les milieux et des facteurs d'exposition. Et là,
en fait, ça varie de 11 à 33, de 11 à 33 diagnostics, parce qu'en fait, on va croiser 11 modèles climatiques. Donc, les modèles climatiques, ce sont des modèles mathématiques qui nous permettent de se projeter avec un certain nombre de dispositions sur le climat qu'il fera, sur la température qu'il pourra faire, les précipitations qu'il pourrait y avoir en 2050. On en a pris 11, une bonne dizaine, qui nous sont proposés par DRIAS. Ça nous permet d'avoir une bonne variabilité parce que tous les modèles climatiques ne donnent pas les mêmes réponses. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne variabilité. Et on a fait la même chose avec 3 modèles hydrologiques. Donc, du coup, on a multiplié une sensibilité par 11 modèles climatiques et parfois jusqu'à 3 modèles hydrologiques. Donc, ça nous a donné de 11 à 33 diagnostics de vulnérabilité. En fait, pourquoi on fait ça? Ça nous permet de considérer tout l'éventail des possibles qu'on peut avoir sur ce territoire-là et éventuellement de dire tous nos modèles vont dans le même sens. Et donc, on est très vulnérable et tous les modèles sont contradictoires. Et là, on a un peu plus de difficulté à définir la vulnérabilité du territoire. Ce qui est à retenir, évidemment, il y a les avantages et les inconvénients des méthodes qu'on a pu utiliser. Sur les avantages, c'est que tout est traçable. Quand on dit que c'est vulnérable, on peut préciser pourquoi on le dit et comment on le dit. On vous montrera des exemples sur ça. On a mobilisé des données qui sont maintenant bien reconnues. C'est les données d'Explore 2 et qui sont mises à disposition au travers du DRIAS-O. C'est des données qui sont reconnues au niveau scientifique. Donc, on a une construction qui est très solide d'un point de vue scientifique. On obtient un profil de territoire. Donc, c'est un profil qui va parler au territoire. Le changement climatique, ce qu'on se dit, c'est qu'il prend du corps, on l'a territorialisé en fait. On vient au plus près des territoires et on explique surtout la possibilité d'agir et surtout d'agir sur la vulnérabilité la plus importante. Mais bien sûr, il y a des inconvénients. C'est qu'on ne donne pas une valeur, hein. On dit que simplement les territoires sont plus ou moins vulnérables. Donc, tout le monde est vulnérable, en fait, c'est ce qu'il faut retenir, mais on y est plus ou moins. C'est basé sur un échantillon de futurs possibles. Donc, ce n'est pas le futur qui va venir, hein, c'est un échantillon. On espère qu'il ne viendra pas si on met tout en œuvre pour pas qu'il y arrive et qu'on mettra en œuvre les solutions que Nathalie abordait tout à l'heure. C'est une méthode, bien qu'elle soit basée sur des données scientifiques, comme je vous disais tout à l'heure, hein, Explore 2 et DRIAS, il y a quelques partis pris et on les assume parce qu'il fallait pouvoir sortir des choses quand même à un certain moment. Donc, on a fait des partis pris, vous allez le voir plus loin dans l'explication. Et puis, un défaut qu'on va essayer de corriger, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic sur le volet eau souterraine. On parle bien que des milieux superficiels et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Je passe la parole à Joël qui va rentrer un peu plus sur quels sont les diagnostics de vulnérabilité sur la région. Alors, bonjour à tous et toutes. Diagnostic de vulnérabilité, c'est quand même la grande avancée de ce nouveau PBACC, de ce PBACC révisé. On n'avait pas ça dans le PBACC de 2014. Et là, au-delà du fait qu'on présente, comme on vous l'a présenté, ce panier de solutions pour agir plus vite, plus fort, ces défis, c'est quand même basé sur un diagnostic de vulnérabilité qui est descendu à l'échelle des bassins versants. Donc, si on regarde un petit peu la problématique sur PACA, les grands enjeux sur le sud, parce que vous voyez qu'on a élaboré ces cartes à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, si on fait un zoom sur PACA, qu'est-ce qui se passe sur notre territoire? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a 2 enjeux qui sont extrêmement forts et qui concernent toute la région, qui sont le risque de baisse de la disponibilité en eau et corrélairement le risque d'assèchement des sols. Ça va concerner tout notre territoire. Et puis, sur les autres enjeux du PBACC, on va être bien évidemment concerné parce qu'aucun territoire tous les territoires sont vulnérables.
mais ils sont plus ou moins vulnérables. Et ce qu'on peut voir sur les autres enjeux, c'est que la façade littorale va être particulièrement concernée par certains enjeux. Et on le voit très bien sur les risques naturels liés à l'eau. On le voit sur la détérioration de la qualité de l'eau, on la voit sur la perte de biodiversité humide. Et quant à la perte de biodiversité aquatique, elle va concerner plus ou moins un certain nombre de territoires. Ça, c'est la carte d'identité de la vulnérabilité de notre région. Alors, si on rentre dans le détail de cette vulnérabilité, je vais essayer de vous présenter enjeu par enjeu les critères qu'on a pris pour pouvoir déterminer ces niveaux de vulnérabilité. Donc, si on prend l'enjeu baisse de la disponibilité en eau, eh bien, concernant la sensibilité du territoire, c'est-à-dire son niveau de pression, on s'est appuyé sur le SDAGE. Comme on vous disait tout à l'heure, on a regardé le niveau de déséquilibre quantitatif des masses d'eau, la part du linéaire de cours d'eau dont la pression de prélèvement est forte, moins forte ou peu forte. Et on a aussi rajouté un critère relatif aux têtes de bassin parce qu'on considère que une pression de prélèvement au niveau des têtes de bassin, ce sont des secteurs qui sont extrêmement fragiles, qui n'ont pas beaucoup de résilience et qui ont du mal à accepter des grosses pressions. Donc, on a pondéré quand il y avait des têtes de bassin. Et on l'a croisé avec l'exposition. Ça, c'était la sensibilité, c'était les pressions appuyées sur le SDAGE. On le croise avec une exposition. Et là, concernant l'exposition, on a croisé les modèles avec la variation des débits d'étiage, l'évolution du QMNA5 et la durée de l'étiage. Ce qui fait que pour lire la carte que vous avez sous les yeux, ça veut dire que plus un territoire va être en déséquilibre quantitatif et plus il va être en tête de bassin, et plus il va être sensible aux effets du changement climatique. Et concernant l'exposition, c'est plus les débits d'étiage vont tendre à baisser sur le territoire, d'après les modélisations, ou plus cette durée d'étiage va s'allonger, plus ce territoire va être exposé au changement climatique. Donc, enjeu par enjeu, on n'a pas pris les mêmes critères qui nous permettent de définir si le territoire est en rouge, c'est-à-dire très élevé au niveau de la vulnérabilité, en rouge moyen, en jaune, orange ou blanc. Le blanc, c'est souvent non qualifié aussi. C'est soit on n'avait pas la donnée, le modèle hydrologique, soit le territoire n'était pas concerné. Si on prend l'enjeu de la perte de biodiversité, alors aquatique ou humide, on a pris comme indicateur de sensibilité les pressions anthropiques, c'est-à-dire la part de linéaires de cours d'eau qui sont soumises à des pressions hydromorphos, donc morphologiques, les digues, ponts, routes, etc. Et la pression anthropique sur les zones humides. Là, on a pris la part de l'espace humide de référence qui était occupée par des zones artificialisées ou soumises à des pressions agricoles, et la part d'espace humide de référence non urbanilisé, mais de type alluvial. Alors, ce sont les critères, comme on vous disait tout à l'heure, ce sont des partis pris, ce sont des choix que nous avons faits, qu'on assume complètement d'avoir pris ces critères et qu'on a croisés avec des critères d'exposition. Donc, sur la biodive, les critères d'exposition, c'est la variabilité des débits, l'évolution des bas débits, le VCN10, la variation de la durée d'étiage, la variation de la température estivale et puis le nombre de jours de sol sec. Donc, en croisant ces indicateurs, eh bien, on se retrouve avec les cartes que vous avez à gauche. C'est plus un territoire, un linéaire de cours d'eau ou d'espace humide soumis à des pressions anthropiques morphologiques, plus il est sensible aux effets du changement climatique. Et pour les cours d'eau, cette sensibilité, elle est aggravée si ces cours d'eau sont chauds ou sensibles au réchauffement. C'est basé sur la base Tigre que nous avons. Et concernant l'exposition, plus les températures estivales vont augmenter, ou plus les débits vont tendre à baisser, ou la durée des étiages s'allonger, ou plus les sols vont s'assécher, plus ce territoire va être exposé aux effets du changement climatique. Et ça nous permet, en croisant ces deux niveaux, eh bien, de se dire, soit ce sont les pressions, c'est-à-dire c'est un territoire qui a des fortes pressions et c'est pour ça qu'il est en rouge, soit c'est l'exposition, c'est un territoire qui va être très exposé au changement climatique. Si on prend l'enjeu assèchement des sols, eh ben les indicateurs, c'est la capacité du sol à retenir l'eau qui est utilisable par les plantes et puis le niveau actuel d'assèchement, qu'on a croisé avec la variation de l'assèchement des sols, donc le nombre de jours de sol sec par an. Et donc, comment on lit cette carte? Et vous voyez la carte d'assèchement des sols de la région PACA. C'est là où on voit que notre région est particulièrement concernée par cet enjeu. Eh bien, plus un territoire va être sensible quand ces sols ont une faible
capacité naturelle à garder l'humidité, ou s'ils sont déjà secs. Et plus l'assèchement des sols tend à s'aggraver, d'après les modélisations climatiques, plus ce territoire va être exposé. Et donc, du coup, vulnérable. Si on prend la détérioration de la qualité de l'eau, vous comprenez le principe. En termes de sensibilité, on a pris la part de lumière de cours d'eau qui est considérée comme fragile vis-à-vis de l'eutrophisation, et puis fortement sensible à la température. Vous savez que c'est les températures qui font augmenter l'eutrophisation du cours d'eau. Et puis on l'a croisé avec le VCN10, la variation des débits les plus bas, et la longueur de la durée d'étiage. Et donc, ce qui veut dire qu'on lit cette carte de cette façon, c'est un territoire, plus le territoire a un linéaire fragile vis-à-vis de l'eutrophisation, plus il va être sensible. Et c'est aggravé si ces cours d'eau sont déjà chauds ou sensibles aux échauffements. Et notamment, également, on a intégré la notion de plan d'eau. Si on a des plans d'eau qui sont fragiles à l'eutrophisation sur ce territoire. Et puis au niveau des expositions, plus les températures estivales vont monter, ou les débits avoir tendance à descendre, à baisser ou s'allonger au niveau des durées d'étiage, plus ce territoire va être exposé. Quand on regarde la vulnérabilité des territoires à l'enjeu des risques naturels liés à l'eau, alors là, on n'a pas utilisé tout à fait la même méthode, on n'a déjà que 4 classes au lieu de 5. Donc là, on a simplement classé le degré de vulnérabilité qui a été en 4 classes, donc basé sur l'importance de la sinistralité moyenne annuelle en 2050. La sinistralité, c'est les caisses d'assurance qui ont fait passer le nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles et de remboursements des catastrophes naturelles qu'ils ont eues au titre de l'inondation, de la submersion marine, d'érosion et la submersion marine. Et en facteur aggravant concernant la sensibilité et l'exposition de ce territoire, eh bien, les bassins versants de petite taille, bien sûr, c'est un facteur aggravant parce qu'on sait que les vitesses d'écoulement peuvent être extrêmement rapides. Le taux d'évolution de la sinistralité élevé, c'est-à-dire des territoires où on a beaucoup de sinistralité. La présence d'un TRI de montagne, notamment, donc territoire à risque d'inondation, situé principalement en montagne, et une sinistralité historique élevée. Un certain nombre de critères donc, qui ont été pris pour pouvoir identifier les secteurs qui sont à enjeu très élevé. Et vous voyez qu'on a beaucoup de secteurs qui sont situés sur le littoral, qui sont sur des zones qui sont extrêmement urbanisées. Vous l'avez compris, les territoires sont plus ou moins vulnérables et on vit tous le changement climatique au quotidien. Donc, nous a paru important dans l'élaboration de ce plan de pouvoir afficher les défis qu'on aurait à relever et de concentrer dans le temps et sur certains territoires en fait nos actions. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça des défis. Donc voilà, je vais vous présenter l'ensemble des défis qui sont proposés. Peut-être, alors vous verrez, il y en a 30 hein, qui ont été proposés et on peut les gérer. Donc Emma, si tu peux passer la diapo suivante parce que visiblement, moi, je n'y arrive pas. Merci. Donc sur chaque enjeu, on a des défis à relever et sur l'ensemble, dont certains sont ciblés sur certains territoires. Donc vous verrez que pour chacun des défis, il y a des cartographies qui sont, pour certains défis, il y a des cartographies qui sont associées. C'est ce que vous avez sur cette partie à droite là. Donc là, c'est le défi pour mettre en œuvre les plans de gestion, de partage de l'eau, donc les PTGE, sur tous les territoires prioritaires. Donc là, vous voyez sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ensemble du territoire est concerné, ou quasiment l'ensemble du territoire est concerné par la mise en place de ce défi. Sur certains territoires, il existe déjà des PTGE. Il s'agira de réfléchir à comment on peut les instaurer sur d'autres territoires. Ensuite,
sur cette disponibilité en eau, vous retrouvez en défi notamment le défi numéro 1. Et on vous a mis à côté le fait qu'il contribuait au plan eau. Donc vous voyez, il y en a sur quasiment tous les défis de cet enjeu-là, qui est la disponibilité en eau. On retrouve le plan eau, des défis qui s'appliquent sur le plan eau et qui contribuent à réussir au plan eau. Donc je voulais vous souligner peut-être le défi numéro 1, qui est réduire les prélèvements de 10%. Voilà, donc 10% sur notre région, notamment pour l'eau potable, ça veut dire environ 100 millions de mètres cubes à réduire d'ici 2030, puisque les défis sont basés sur le temps 2030. Et donc on aurait 100 millions de mètres cubes en eau potable à réduire en termes de prélèvement. Bien sûr, il faut qu'on arrive à acter ces réductions d'un point de vue réglementaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le défi numéro 2, et notamment sur les secteurs en déséquilibre, de pouvoir réviser les autorisations de prélèvement une fois qu'on a fait des économies d'eau. Et puis, sur le défi 4, vous voyez que on a 100 millions d'économies d'eau à réaliser en agriculture sur les territoires en déficit. Et ces 100 millions vont permettre de contribuer au fait qu'en agriculture, il est dit que les prélèvements doivent se stabiliser, notamment s'il y a des augmentations de surface irriguée. Voilà. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est peut-être ce défi 8, qui est la valorisation des eaux non conventionnelles. Donc, l'idée de ce défi, c'est notamment de pouvoir réfléchir à d'autres solutions que les solutions de réduction, et de pouvoir réutiliser les eaux usées. Donc, il y a 250 projets qui sont visés à l'horizon 2030. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a à noter qu'il y a une étude qui est menée par la Société du Canal de Provence et la région, à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de voir le potentiel de réutilisation de ces économies d'eau. Donc, Emma, si tu peux passer la diapo suivante, pour le défi pour l'enjeu sur la biodiversité aquatique et humide. En fait, on a à nouveau un défi cartographié qui permet de faire une planification. Et donc là, l'idée, c'est de mettre des plans de gestion des zones humides sur les territoires prioritaires. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, ça sera de restaurer le fonctionnement des milieux, donc avec les défis 12, 11, 13. Tous ces défis-là permettent de travailler sur le fonctionnement des milieux. Et l'idée, c'est de travailler sur ces solutions-là, en travaillant notamment sur les solutions fondées sur la nature. Sur le défi, sur l'enjeu qualité des eaux, on retrouve 3 défis. À nouveau, un défi de cartographie. L'idée, c'est de planifier ce travail de réduction des démarches de flux maximum sur les territoires qui sont ciblés en bleu ici. Ensuite, de déconnecter et de travailler sur la déconnexion des eaux pluviales. C'est la deuxième idée de ces défis sur la qualité des eaux. Et bien sûr, pour que tout cela fonctionne correctement, l'idée est de maintenir et de restaurer le fonctionnement naturel des cours d'eau, et notamment en travaillant sur la restauration des récifs. Les récifs permettant notamment de maintenir une température de l'eau acceptable. Emma, si tu peux passer à la diapo suivante, merci. Et ensuite, donc, on a la question, trois nouveaux enjeux qui vous sont présentés là. Le premier sur l'assèchement des sols.
Le premier défi qui nous est proposé, c'est le défi 20, c'est de travailler à doubler les surfaces désimperméabilisées dans les territoires prioritaires. Donc l'idée là, elle est bien de désimperméabiliser pour assurer une recherche correcte de l'ensemble des nappes et des sols. Le deuxième idée, c'est d'intégrer le travail du changement climatique dans les filières agricoles, et notamment, c'est le défi 18 et 17, de pouvoir réfléchir au niveau des filières à l'intégration du changement climatique et de le traduire au travers d'un plan régional d'adaptation euh, au changement climatique de l'agriculture. Et enfin, la dernière idée de cet enjeu-là et des défis sur cet enjeu-là, c'est de travailler à l'utilisation de l'hydrologie régénérative, donc notamment au travers de la mise en place de 3000 hectares de haies. C'est bien cette idée-là qui est en place, c'est-à-dire comment on fait en sorte que l'eau qui tombe sur le territoire, il reste le plus longtemps possible et ne file pas vers l'aval à toute vitesse comme on peut le voir. Sur l'enjeu face aux risques naturels, donc là on parle inondation, bien évidemment, on a un défi qui est le défi de mettre en place des plans de prévention des inondations, des PAPI, sur tous les territoires prioritaires. Et vous voyez que là, sur la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les territoires prioritaires qui se retrouvent, sont ceux qui sont sur le littoral. Ça surprend personne, mais en tout cas, ça permet de bien l'identifier. Et puis enfin, l'idée du dernier enjeu, c'est une ambition collective. Donc l'idée des derniers défis, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on arrive à s'approprier cette idée de changement climatique, de partager les connaissances, bien évidemment, et derrière, de pouvoir mettre en œuvre un suivi des actions qu'on aura mis en place, et notamment des défis, de savoir si on arrive bien à les respecter et avoir un avancement correct et qui nous permettra de nous adapter au changement climatique. Voilà, je me permets de laisser la parole maintenant à Joël qui va vous présenter les profils de vulnérabilité pour chacun des bassins versants et de vous voir un peu comment vous pouvez travailler avec ces profils-là. Merci. Donc, après avoir présenté l'ensemble du dispositif, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des profils de vulnérabilité. Donc, en fait, on va pouvoir trouver dans ce PBACC, après avoir eu des entrées thématiques par les enjeux, les 5 enjeux du PBACC, on va pouvoir rentrer par une entrée territoriale et de regarder pour chaque bassin versant quels sont les enjeux qui concernent ces bassins versants. Ça s'appelle les profils territoriaux. Donc, pour un bassin versant donné, on va regarder quel est son degré de vulnérabilité, à quel enjeu, et quel enjeu est le plus fort pour lui, sur lequel il va se concentrer pour traiter la problématique d'évolution du climat. Alors, en prenant un exemple, par exemple le bassin versant de l'Aigle, le profil de vulnérabilité qui s'affiche est à droite, donc l'ensemble des enjeux sont bien affichés. Et on voit que sur le bassin versant de l'Aigle, eh bien, les enjeux principaux et les plus élevés en termes de vulnérabilité, c'est la baisse de la disponibilité en eau et l'assèchement des sols, qui sont à un niveau de vulnérabilité maximum, compte tenu des pressions d'aujourd'hui, hein, comme on l'a dit. Un autre enjeu, évidemment, de vulnérabilité, c'est la perte de biodiversité humide. Et deux autres enjeux qui sont également assez forts, disons médians, la perte de biodiversité aquatique en lien, la détérioration de la qualité de l'eau et les risques naturels. Donc, si on regarde un enjeu en particulier et qu'on décline sur ce territoire ce que ça peut vouloir dire, eh bien, on a toujours sur ce profil de vulnérabilité une note de sensibilité. Donc, sensibilité, exposition, la vulnérabilité. En sensibilité, on a une note de 4,
c'est-à-dire qu'on a des pressions qui sont élevées sur ce territoire. Et si on le croise, comme vous le voyez, avec l'ensemble des scénarios disponibles du GIEC sur cet enjeu, on se retrouve avec, sur la baisse de la disponibilité, un enjeu final de 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur ce territoire? Eh bien, les défis qui concernent l'enjeu sur la baisse de la disponibilité, sur l'enjeu disponibilité de la ressource. Donc, on a des défis, on a un certain nombre de défis à engager d'ici 2030 pour agir fort, réduire les prélèvements de 10%, réviser les autorisations de prélèvement sur les secteurs en déséquilibre, lancer des démarches actives dans tous les PTGE, économiser 100 millions de mètres cubes en agriculture dans les territoires déficitaires, engager des plans de réduction de fuite, engager 50% des EPCI dans des démarches ambitieuses de sobriété de ménage, optimiser et réduire la consommation de 40 grands industriels, valoriser des eaux non conventionnelles de type REUT et engager un PTGE. Et on voit que le territoire de l'Aigle est déjà lancé dans une démarche de PTGE. Alors, vous avez sur la droite les paniers de solutions sur cet enjeu qui décrivent un peu le type d'action qu'on pourrait lancer sur ce territoire pour partager l'eau. On a pour réduire les consommations et puis assurer un développement du territoire compatible avec la disponibilité de la ressource. Par exemple, conditionner l'extension urbaine à la disponibilité de la ressource. Et parmi ce panier de solutions, eh bien, on peut regarder quelles sont les actions spécifiques qui concernent le bassin de l'Aigle. Et on a fait l'exemple, eh bien, on pourrait se dire, voilà, il y a déjà un PTGE sur ce territoire. 2017-2023, c'est le défi 1. Et le bilan évaluation est à faire par le syndicat de l'Aigle, c'est en cours. On a un deuxième PTGE qu'on construit, c'est le défi 9, et dans lequel il faut engager une vision prospective, ce serait la mise en place du défi 3, dans lequel il faudrait faire des économies d'eau en agriculture, réviser les autorisations de prélèvement, c'est le défi 2. Et on voit que ces actions, je vous ai mis des petites étoiles à gauche en bleu, elles sont déjà prévues au PDM et au PAOT. Voilà. Non seulement on a déjà les actions aujourd'hui, mais en plus on sait que ça concourt à ces défis de demain. Si on réduit les consommations et optimiser la ressource, on a aussi des actions qui sont déjà dans le PDM PAOT, réduire les fuites sur les réseaux d'irrigation, installer des compteurs, regarder les rendements de réseau, le défi 5. Dans le PTGE, on va avoir avec le bilan l'état d'avancement de où nous en sommes par rapport à ces actions. Les eaux non conventionnelles, où est-ce qu'on en est? Les eaux pluviales, les schémas directeurs, la structuration de la compétence loi NOTRe, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose sur ce territoire pour pouvoir être en capacité d'être prêt à ces évolutions de climat. Et puis on peut aussi se dire qu'on va plus loin, assurer un développement du territoire compatible avec la ressource. Où est-ce qu'on en est des PLUI et des SCOT pour conditionner l'urbanisation à la ressource? Est-ce qu'il y a plusieurs modes d'alimentation? On sait qu'aujourd'hui, sur le bassin de l'Aigle, l'AEP est tournée sur le Rhône et le Miocène. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est compatible avec la disponibilité de ces milieux? Et puis, on peut même aller jusqu'à la gestion des forêts en tête de bassin. Voilà, l'ensemble du panier de solutions déclinées sur le bassin de l'Aigle, ça pourrait donner ça. Alors, on a fait un autre exemple sur le bassin du Calavon. Et le bassin du Calavon, on voit que son profil de vulnérabilité, c'est la baisse de la disponibilité en eau qui va atteindre principalement, qui va être l'enjeu principal de ce territoire à l'horizon 2050. Et une forte vulnérabilité sur la biodiversité aquatique et humide. Alors quand on croise la sensibilité de ce territoire qui est déjà en 3, la note qui est en bleu ici, qui est en 3, si on la croise avec l'ensemble des scénarios d'évolution, eh bien, on a effectivement sur la qualité de l'eau une note de 4. Et sur la qualité de l'eau, eh bien, on peut regarder ce qu'il y a à faire sur le territoire du Calavon. On a 3 défis, hein. Restaurer des ripisylves, qui, vous le savez très bien, participent à la résilience des territoires, réduction de la chaleur, consommation des nitrates. Il y a un défi 22, tripler la surface de déconnexion des eaux pluviales. Et le défi 23, qui est mettre en œuvre des démarches de flux maximum admissibles. Et donc, on a dans le panier de solutions toutes les actions qui concourent à cet enjeu qualité des eaux.
Et quand on regarde ce que ça veut dire sur le territoire du Calavon, eh bien, renforcer la maîtrise des pollutions, il faut faire un état d'avancement des objectifs du stage. La démarche de flux maximum admissible, elle a été faite, celle du défi 23. Eh bien, il faut regarder comment les systèmes d'assainissement ont été mis en compatibilité. Au niveau de la végétation rivulaire, il y a toutes les actions du parc et du cirque sur les berges et les zones humides dans le cadre du contrat de rivière, c'est le défi 21. On voit que ces deux actions, elles sont déjà PDM, PAOT. Et puis, le défi 22 sur les eaux pluviales, il faudrait vraiment travailler à la déconnexion de ces eaux pluviales. On avait commencé ce travail avec le SCOT du Pays d'Apt. Il faudrait regarder quelles sont les traductions dans les PLUI. Et puis sur la capacité des cours d'eau à épurer, eh bien, on a toutes les actions qui sont menées aujourd'hui par le parc et le cirque sur la connexion des cours d'eau avec les zones humides et avec ces nappes, avec la préservation de la ripiscille pour limiter les réchauffements. Et puis garantir l'équilibre nappe-cours d'eau, nappe-rivière. Le PTGE est en cours de révision. On va avoir un PTGE 2 avec une vision prospective qui est à lancer. Donc, on voit qu'il y a déjà des actions qui sont en cours, qui sont déjà ciblées sur les défis. Et puis, il y a peut-être une façon d'utiliser le PBACC pour aller plus loin et pour aller prioritairement sur les enjeux qui sont les plus cruciaux. Alors, en synthèse, on a bien vu que le changement climatique est déjà là. Donc, SDAG PDM, pas de questions. Premier pas d'adaptation, les solutions, on les a déjà, elles sont en cours, elles sont déclinées. On sait que ça va s'accentuer. Donc, pour aller plus fort, eh ben, on travaille par enjeu à l'origine de la vulnérabilité. On choisit les solutions les plus efficaces dans le panier de solutions pour être moins sensible demain. Demain, on réduit les pressions. Et puis, là, on a territorialisé selon la vulnérabilité pour agir plus vite. Et donc, c'est vraiment les défis. Il faut se poser la question de comment on met en œuvre ces défis pour concrétiser les actions. Ce sont des défis, il y en a 6 qui sont territorialisés et puis il y en a 25 qui sont des engagements collectifs qu'on est tous censés mettre en œuvre. Pour aller plus loin, on a toutes les données que je vous ai présentées ce matin sont disponibles sur rhône-méditerranée.ofrance.fr, l'onglet Changement climatique. Vous pouvez avoir accès au profil de vulnérabilité, à l'outil Excel qui vous permet d'identifier quelles sont les vulnérabilités de votre territoire. La liste des 40 établissements industriels est disponible sous ce lien. Et puis, il y a un guide pour l'espace humide de référence qui a permis d'identifier les vulnérabilités des zones humides. Et donc, ces documents seront disponibles et mis en ligne par l'ARB à l'issue de notre présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour travailler avec vous sur ces questions postérieurement et travailler à l'intérieur des bassins versants à l'occasion de réunions ou de propositions, de discussions que vous auriez pour apporter un éclairage sur toutes ces données sur le changement climatique. C'est un sujet qui parle à tout le monde et qui peut être présenté de façon très simple à des élus pour commencer à allumer les fameuses petites lumières rouges. Merci à tous pour cette intervention. Alors, je suis désolée, j'ai eu un gros souci sur mon ordinateur. Je me suis fait éjecter de la visio. Donc, je suis passée sur l'ordinateur de Corinne. Donc, au niveau de l'enregistrement, il y aura un petit souci aussi. Et des questions, bah, on va faire au mieux. Mais donc, j'ai eu un peu du mal à suivre la fin des questions. Donc là, on a effectivement 30 minutes pour répondre aux questions. Donc, il y en a déjà beaucoup qui ont été, auxquelles vous avez répondu dans le fil de discussion. Euh, alors, il y a une question, par exemple, sur les donner des exemples pour maîtriser les pollutions. Alors, les exemples pour maîtriser les pollutions, faut se référer à l'exemple, par exemple, qu'on a mis sur le Calavon, sur l'enjeu qualité de l'eau. Les exemples pour maîtriser les pollutions sont donc dans le PBACC en prenant l'enjeu risque de détérioration de la qualité de l'eau.
eh bien, on peut aider à la mise en conformité des systèmes d'assainissement, si c'est ça la question, développer des traitements plus poussés de la pollution sur les secteurs les plus fragiles, engager des études full maximum admissibles, réduire les pollutions diffuses agricoles, restaurer la végétation rivulaire. On a vu que ça faisait l'objet d'un défi. Et puis, bien évidemment, toutes les actions connexes qui sont restaurer l'écoulement naturel de la rivière. Hein. Les rivières peuvent être soumises à des prélèvements très forts, donc moins de dilution, plus de pollution, moins de prélèvements, donc plus de débit dans les rivières. Préserver la connexion entre les cours d'eau et les lagunes et toutes les actions sur la déconnexion des eaux pluviales. Donc, toutes ces actions sont bien identifiées dans le panier de solutions sur le chapitre détérioration de la qualité de l'eau. Donc, pour rester sur la question de l'amélioration de la qualité de l'eau, il y a aussi une question sur tout ce qui est quelles sont les pistes, notamment financières, pour la mise en conformité des systèmes d'assainissement. Alors, je peux commencer à y répondre. En fait, aujourd'hui, on est en train justement, aujourd'hui, il y a la présentation auprès de notre conseil d'administration du 12e programme des agences de l'eau, dans lequel la question de l'assainissement a été reposée. Donc, je ne peux pas vous donner aujourd'hui la réponse de ce conseil d'administration. C'est lui qui va trancher. Bien évidemment, les différents usagers, notamment les collectivités, ont remonté auprès du comité de bassin le fait que il faudrait pouvoir refinancer de manière un peu plus importante tout ce qui est dispositif d'assainissement, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Elle va venir dans les semaines qui viennent. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Euh, Alors, il y avait des questions, mais ça, vous avez répondu notamment sur tout ce qui était les différences. Enfin, il y a des territoires pour lesquels il y a beaucoup de données et sur lesquels il y a des résultats et d'autres pour lesquels il n'y en a pas. Comment ça s'explique? En fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre de territoires pour lesquels ils ne sont pas concernés par le sujet, par l'enjeu qui a été traité. Et pour d'autres territoires, en fait, il nous manquait des données pour pouvoir établir la sensibilité du territoire et surtout ou son exposition. Donc, de ce fait, on a préféré ne pas indiquer de valeur sur ce territoire-là et donc il est assuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vulnérable au changement climatique, mais en tout cas, sur cet enjeu-là, on manquait de données pour pouvoir établir un diagnostic. Donc ensuite, il y avait aussi des questions sur tout ce qui était évaluation, enfin les objectifs de réduction des volumes. Donc ça, il y a eu des éléments de réponse qui ont été donnés, mais il y avait aussi une question qui demandait plus de précision. Donc il y a des objectifs de diminution au niveau pour les industries, pour l'énergie, l'agriculture, eau potable. Et est-ce qu'il y a une analyse plus fine, par exemple, des objectifs pour les établissements hôteliers, golf, etc. Non, en tout cas, dans le plan de bassin d'adaptation au changement climatique, on n'est pas descendu à ce niveau de précision. Je crois qu'il y a eu une question aussi sur les territoires. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont chiffrés par territoire? Aujourd'hui, ils ne sont pas chiffrés par territoire, ni de façon plus détaillée que celle que j'ai pu vous indiquer tout à l'heure. On a des grands chiffres. On commence à regarder ce que ça pourrait donner au niveau PACA. Et les chiffres qui vous sont donnés, c'est bien des chiffres à un niveau de bassin. Et ce sera de cette façon-là que ça sera regardé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des objectifs plus précis par territoire qui seront indiqués. Et est-ce qu'on a des chiffres entre 2019 et 2024 sur est-ce que les prélèvements ont plutôt diminué ou augmenté? Alors, quand on regarde les prélèvements des collectivités locales, les prélèvements sont stables. Alors, on n'a pas 2024 encore, hein, on commence à traiter la donnée de 2023, mais de façon globale, entre 2019 et 2021, j'ai regardé ça pas plus tard qu'hier, le prélèvement est stable pour l'eau potable. Pour le monde agricole, en fait, ça dépend de la climatologie de l'année. Et des contraintes réglementaires qui ont pu être imposées.
Donc, quand vous avez une année qui est un peu plus humide, il y a un peu moins de prélèvements en agriculture, ce qui est normal, hein, et quand vous avez une année un peu plus sèche, il y a un peu plus de prélèvements, ce qui est normal aussi. Par contre, on voit de façon très claire également l'impact des arrêtés sécheresse sur le monde agricole, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un certain nombre d'ASA ou de prélèvements ont été stoppés pendant notamment la période très sèche de 2022. Et pour le monde industriel, on est plutôt sur une baisse actuellement des prélèvements. Et Alors, ce ensuite, sont des grandes tendances hein, que je vous donne, des grandes tendances à l'échelle de la région. dans la même idée, on a aussi tout ce qui est optimisation des réseaux. Est-ce qu'on a une idée de la quantité perdue à partir des fuites sur les réseaux? Alors oui, on a des données là qui nous sont déclarées au travers des redevances prélèvements par les collectivités locales sur les rendements des réseaux. On a des réseaux malheureusement qui sont très mauvais, c'est-à-dire qui ont des rendements inférieurs à 50%. Par contre, on a également des réseaux qui sont très très beaux. Bon, on n'a jamais chiffré, c'est une bonne question, on n'a jamais chiffré les volumes que ça peut représenter en perte. On a juste un pourcentage. Je crois que le taux moyen de rendement des réseaux sur la région PACA est aux alentours de 70%. Alors ensuite, on change un peu de thématique. Il y a eu des questions sur ce qui était zone humide. Comment ont été définies les zones humides de référence? Est-ce qu'il existe des documents de référence sur ce sujet? Alors, j'ai vu effectivement, n'hésitez pas à compléter, hein, Joël et Nathalie. J'ai vu passer cette question. Je pense que je vais essayer de mettre dans le fil du chat parce qu'en fait, on a un document qui existe sur le SIE, donc le système d'information sur l'eau de Rhône-Méditerranée, qui s'appelle qui fait référence à toutes les zones humides et à l'espace zone humide maximum. Voilà. Donc, on va essayer de le mettre dans le chat pour que vous puissiez avoir ce lien et qui vous permet de voir. En fait, il existe une cartographie en fait qui donne l'extension maximum des zones humides si il n'existait pas d'activité anthropique dessus. Alors, Ça doit être ça la question. Enfin, en tout cas, il m'a semblé comprendre cette question-là. alors celle-là, donc je vais vous la dire. Les défis de restauration reposent-ils sur des états de conservation, restauration, de référence à atteindre? Peut-être que Nathalie, elle peut peut-être répondre avec la notion de référence et classement. Ton micro est coupé, Nathalie. Euh, alors du coup, là, on a quand même des objectifs qui existent hein, sur la biodiversité. Euh, alors là, parce on a par exemple les espaces naturels protégés, ils sont définis dans la stratégie nationale biodiversité. Donc, euh, donc là, on a un certain nombre d'éléments qui permettent de cadrer l'exercice. Par ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises, là, ce plan d'adaptation au changement climatique, il est très articulé aussi avec le SDAG. Et donc, vous avez aussi un certain nombre de cartes de référence dans le SDAG qui vous permettent de visualiser les choses. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question posée, mais Philippe, si tu veux compléter. Ben, en fait, je pense que c'est David qui a posé la question et j'avoue que j'ai pas répondu parce que j'ai pas tout saisi dans la question qui était posée. David Moulin, si tu peux préciser par écrit ta question, parce que effectivement, enfin,
Moi, un premier élément de réponse que je pourrais vous donner, c'est que ce qui est proposé dans ce plan de bassin, il s'appuie effectivement sur les objectifs qui sont aussi fixés dans l'atteinte du bon état des eaux dans le SDAGE. Donc on n'est pas en décalage, c'est simplement, si vous voulez, pour illustrer un peu, on a pris le SDAGE et on a mis un filtre dessus sur le changement climatique en 2050. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait rien? C'est ça qu'on a fait. Donc, les données, les objectifs qui sont fixés par le SDAGE ne changent absolument pas. Alors ensuite, on avait des questions plus sur ce qui est mise en œuvre du plan de bassin, notamment sur le budget. Est-ce que le plan a été budgétisé? Alors, j'ai donné des éléments de réponse dans le chat. Il n'a pas été budgétisé parce qu'en fait, les actions, enfin, comme je viens de l'indiquer à l'instant, on s'appuie sur des actions qui sont normalement déjà prévues au travers des PAOT, par exemple, des programmes d'action opérationnels territorialisés qui font suite au travail sur le programme de mesure d'usage. Donc, c'est des choses qui sont déjà prévues avec la plupart du temps un maître d'ouvrage identifié, des plans de financement parfois fixés. Et dans les plans de financement, bien évidemment, on retrouve les maîtres d'ouvrage, c'est les premiers concernés, et on retrouve après les financeurs habituels, à savoir l'agence de l'eau, mais aussi les conseils régionaux pour certaines opérations, les conseils départementaux pour certaines opérations, les fonds européens, que ce soit le FEADER, ou le fonds, le FEDER, mais également des fonds comme le fonds vert, par exemple, hein, qui va pouvoir abonder les opérations qui sont autour de tout ce qui est proposé sur la biodiversité. Donc, pas de budgétisé particulièrement, mais en tout cas, il y a des éléments de financement possibles prévus. Et donc sur le même, enfin, dans la même idée, il y a aussi une question sur différentes structures sont compétentes pour s'occuper, enfin pour mettre en œuvre ces actions, mais est-ce qu'il y a une contrainte, par exemple une loi, pour obliger leur réalisation, notamment l'intégration de ces défis dans les SCOT? Comme on l'a dit, hein, ce PBACC, c'est un document de référence. C'est-à-dire qu'il donne à avoir une vision pour le futur si on ne fait rien et il donne les clés pour agir aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas un document qui a une quelconque opposabilité juridique. Il s'appuie sur le SDAGE et c'est le SDAGE qui a cette opposabilité juridique, hein, qui est dans un rapport de compatibilité avec les SCOT et les PLI. Donc, comme on s'appuie sur les SCOT, comme on s'appuie sur le SDAGE, forcément, c'est ça qui donne une obligation, en quelque sorte, de faire et de restaurer aujourd'hui les secteurs qui sont en déséquilibre. Mais dans ce document, il n'y a pas d'obligation à déjà prévoir ce qui se passe pour demain. C'est juste une alerte, comme on a dit, qui permet de se dire il faut faire quelque chose et voilà les priorités sur mon territoire. C'est plutôt un document d'accompagnement et d'appui et d'aide à la décision pour faire le pas vers le changement climatique. Donc, là, on arrive à la fin des questions que j'ai eu le temps de noter avant de me faire déconnecter. Il y avait aussi une question sur les haies. Donc, enfin, je pense que la question, c'est quels sont les outils qui pourraient être mis en œuvre pour préserver les haies et éviter leur suppression dans certains cas. Alors, le plan de bassin, il donne pas les outils. Il indique simplement que le fait de maintenir ou de remettre des haies, c'est une des bonnes solutions. Après, les outils, c'est les outils qui existent aujourd'hui sur les territoires. Notamment, on a un appel à projet, pardon, porté par le ministère de l'Agriculture sur les haies, qui permettent de financer en fait l'installation de haies sur les territoires. Donc, pour terminer les questions, je vais les prendre dans l'ordre pour lesquelles elles apparaissent dans le fil de discussion.
puisqu'il nous reste quand même 15 minutes. Où peut-on trouver les travaux d'intégration de zones d'infiltration dans le PLUI du Calavon? J'ai répondu à cette Ah, question. d'accord, pardon, j'ai pas vu. Comme là, je reprends là dans l'ordre. Oui, oui, oui. Mais alors, le PLUI du Calavon, donc sur le Calavon, il y a plein de PLUI sur le bassin versant du Calavon. Moi, j'ai parlé du SCOT du Pays d'Apt. Donc, nous avons travaillé avec le SCOT du Pays d'Apt et avec l'Agence d'urbanisme d'Avignon sur le SCOT du Pays d'Apt pour essayer d'identifier des zones de désimperméabilisation à privilégier. Donc, il faut recontacter en fait ces personnes-là et le parc peut-être qui peut donner des informations sur leur traduction dans le PLUI. Alors ensuite, il y a une question, est-ce qu'il existe un guide pour des exemples de cahiers des charges pour réaliser des études de cadrage sur les impacts du changement climatique? Alors, on a travaillé, il y a une note technique qui est en ligne, je vais vous mettre le lien, sur effectivement pouvoir aider à monter des cahiers des charges pour faire des études prospectives relatives au changement climatique. Donc, je vais vous mettre dans le lien, je vais vous mettre dans le chat le lien vers la note technique qui a été élaborée par le SDAGE et qui s'appelle Gestion quantitative et changement climatique, et dans lequel il y a des pistes à certains endroits pour intégrer des cahiers des charges. Oui, tout à fait. Alors, il y a ensuite une question de nouveau sur la réduction des consommations et aussi pollution de l'eau générée par les établissements de santé est-elle prise en compte dans la partie industrie ou collectivité? Alors, Joël a répondu en disant que c'était en partie sur la partie industrielle. Moi, je compléterai la réponse en disant que ça dépend d'où provient le prélèvement de l'établissement de santé. C'est-à-dire que s'il fait son prélèvement sur l'eau potable d'une commune, ça va être malheureusement pour lui comptabilisé au sein des économies d'eau réalisées par la collectivité à qui il achète l'eau. Par contre, si effectivement il a son propre compteur et sa propre fourniture d'eau, ce qui est relativement rare, je pense, pour un établissement de santé, il sera au titre des industriels. Alors, je regarde les dernières questions. Oui. Si vous en voyez là que j'ai pas vu, n'hésitez pas à prendre la parole pour y répondre. Parce que là, il y a beaucoup de messages d'un coup. Oui, alors, il y aura un replay. Un replay, ça dépend de ce qu'on arrive. Enfin, je suis vraiment désolée pour l'incident technique. Je vais voir comment on peut récupérer l'enregistrement. Il y a une personne qui lève la main. Si vous pouvez écrire votre question dans le fil de discussion, s'il vous plaît. Euh, Où peut-on trouver la liste des 40 sites industriels prioritaires qui doivent réduire leur consommation? Je n'ai pas l'information là tout Alors, de cette suite. liste, je sais qu'il y a une liste, je ne pense pas qu'elle soit en ligne. Donc, voilà, on peut peut-être se renseigner pour savoir comment cette liste des 40 sites industriels peut être communiquée. Je ne sais pas encore. C'est une liste qui existe, mais je ne sais pas si elle a été mise en ligne. Je ne suis Je pas vais- sûre qu'elle soit communiquée, en fait. Ouais. Et ensuite, la suite de la question, c'est les objectifs de réduction pour les industries pourraient-ils être saisonnalité, c'est-à-dire ralentir ou arrêter des productions en été pour ne pas peser sur la ressource à ce moment-là, avec peut-être un accompagnement financier de ces périodes de chômage technique. Commence-t-on à réfléchir à cela dans certains territoires? Alors, il faut savoir que sur la région PACA en particulier, il y a la mise en place pour les sites industriels de ce qu'on appelle des plans de sobriété hydrique. Donc, c'est un cadre qui permet en fait à l'industriel de bien, en fonction de ses usages de l'eau et de son origine de l'eau, hein, puisqu'un industriel, il va avoir par exemple de l'eau potable pour ses bureaux, par exemple. Il va peut-être utiliser de l'eau pour son process industriel, etc. Donc, en fait,
ce plan de sobriété hydrique, il va servir à mettre à plat un petit peu l'ensemble des usages de l'eau sur un site donné, avec une évaluation des volumes, des prélèvements, etc., des rejets aussi. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler avec, quand il s'agit par exemple d'une ICPE, de travailler avec l'inspecteur en charge du dossier euh, pour pouvoir voir s'il y a des améliorations de process possibles, sachant que beaucoup d'industriels ont déjà, pour certains, enclenché des efforts, hein, euh, parce que, effectivement, Philippe évoquait les arrêtés sécheresse. Quand il y a des arrêtés sécheresse, ils s'impliquent aussi aux industriels, et donc ils ont tout intérêt à avoir anticipé des process économes en eau pour pouvoir justement être réactif au moment où il y a des mises en place d'arrêtés sécheresse, par exemple. Et donc, cette saisonnalité-là que vous évoquez, je pense que ça peut se raccrocher à cette démarche de plan de sobriété hydrique parce que ça va servir aussi à pouvoir donner les différents paliers en cas de sécheresse, par exemple, pour des réductions de process ou des ajustements de process et savoir jusqu'où on peut aller au niveau aussi économique par rapport aux procédés de l'industriel concerné. Donc, il y a cette forme de saisonnalité qui préexistait un petit peu, mais qui du coup se généralise à l'échelle de PACA avec quelque chose de beaucoup plus structuré que vous pouvez pour le coup trouver en ligne sur le site de l'Adréal. Enfin, en tout cas, l'explication de ce que c'est qu'un plan de sobriété hydrique, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l'Adréal PACA. Et je rajouterais dans les 40 sites industriels, il s'agit de 40 sites industriels à l'échelle du bassin, donc Rhône-Méditerranée. Ça vise vraiment des très gros industriels. Et pour la région PACA, il y en a quelques-uns et ils sont pratiquement tous localisés autour de l'étang de Berre. Donc on vise vraiment des gros sites industriels. Alors, on peut peut-être faire les deux dernières questions, puisque je vois qu'ensuite, il n'y en a plus de nouvelles. À quel niveau les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable peuvent-ils s'engager? Auprès du comité, par exemple. Alors après, je ne comprends pas trop écrit, et de leurs défis en commun. Enfin, si vous pouvez préciser la question dans le fil de discussion. Oui, mais je comprends un petit peu ce qui est dit, c'est que les acteurs de l'éducation à l'environnement, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer hein, dans l'atteinte des défis. Alors, pas tous, tout le monde n'est pas concerné par tous les défis, bien évidemment. Et les acteurs de l'éducation à l'environnement peuvent peut-être aller regarder pour se faire le relais. En fait, comme nous, tout à l'heure, je disais qu'on allume des lumières rouges sur certains territoires. Sur les territoires sur lesquels ils expliquer ce PBSCC, pour aller expliquer ces vulnérabilités, pour aller voir avec les collectivités comment mettre en place des programmes de sensibilisation aux économies d'eau, à la réduction de la pollution, au rôle des ripisylves, voilà, et sur l'ensemble des défis, permettre de participer à la prise en compte, à l'appropriation de ces défis qui sont dans le PBACC. Voilà, ces acteurs-là de l'éducation à l'environnement ont aussi un rôle à jouer. On a tous chacun un rôle à jouer dans l'atteinte de ces défis. Et eux, ça porte vraiment beaucoup sur l'animation et l'appropriation de ce document. Et ensuite, donc la dernière question, est-ce que l'utilisation de l'eau de mer a été étudiée dans le cadre des scénarios de réduction de la pression anthropique? Elle n'a pas été directement évoquée, avec beaucoup de questions autour de cette solution, sachant que nous, la première solution qu'on préconise, c'est de faire une économie sur le besoin. Avant d'aller faire de la substitution. Dans la présentation que je vous ai faite tout à l'heure sur les défis, j'ai bien mis ces défis liés à la substitution en fait en dernier. Et c'était bien volontaire de pouvoir indiquer que le premier objectif est de réduire l'utilisation, le besoin, de faire une économie. Et ensuite, on va voir sur les autres solutions. La solution rapidement sur l'utilisation de l'eau de mer,
présente un inconvénient majeur, c'est une question surtout économique. Et aussi, ce qu'on commence à voir aussi, c'est la gestion des rejets en sel qui se font à proximité et qui du point de prélèvement et qui détériorent les milieux du littoral. Donc, c'est une solution certainement à étudier. Elle n'est pas à rejeter, mais à utiliser avec parcimonie et avec beaucoup de précautions. Alors ça, c'était pour la partie désalinisation de l'eau de mer. Et on commence à voir aussi quelques projets qui arrivent, qui sont la substitution de certains usages qui nécessitent de l'eau potable aujourd'hui et qui pourraient être faits par de l'eau de mer, par exemple le lavage des bateaux dans les ports de plaisance, par exemple le lavage de voiries sur les communes du littoral, qui commenceraient à dire pourquoi ne pas utiliser de l'eau de mer plutôt que de l'eau du robinet. Voilà, on commence à avoir ce genre de sujet. On n'a pas encore, alors on ne l'a pas du tout intégré dans nos réflexions, hein, ça ne fait pas partie des solutions qui sont proposées, mais voilà, ça veut quand même dire ce que disait Philippe, c'est qu'il faut d'abord commencer par se demander si on ne peut pas commencer à limiter nos consommations, hein, et ensuite de voir quelle est la meilleure ressource qu'on peut utiliser pour satisfaire les consommations qui restent. Il y a des économies d'eau à faire sur les rendements de réseau, il y a des économies d'eau à faire déjà en premier pour essayer de limiter déjà les prélèvements. Avant d'aller chercher des solutions de substitution. Mais bon, on réfléchit à ces solutions en se disant peut-être pourquoi pas. Alors, comme on arrive à la fin du webinaire, je vois qu'il y a d'autres questions. Il y a peut-être des questions. Enfin, j'ai pas du tout eu le temps de lire tout ce qui est arrivé dans le fil de discussion. J'espère qu'on pourra récupérer ces éléments et qu'on pourra vous mettre le replay à disposition si j'arrive à raccrocher les bouts de la vidéo. Dans tous les cas, il y aura sur le site de la RBE le support de présentation et vos contacts pour si jamais il y a d'autres questions qui se posent et auxquelles il manque des éléments de réponse. Je ne sais pas si vous voulez conclure sur un petit mot avant la fermeture du webinaire ou... Et très rapidement, remercier d'abord la RBE d'avoir préparé avec nous ce webinaire et ensuite vous remercier à tous d'y avoir participé. Nous restons bien évidemment, que ce soit Nathalie, enfin je parle pour toi Nathalie, tu confirmeras, j'espère, Joël ou moi-même, à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous aider à développer ce plan sur l'ensemble de vos territoires. Oui, je confirme, hein, bien évidemment, on reste à disposition et merci beaucoup en tout cas à la fois à l'ARB pour le travail mené ensemble et à l'agence. Et puis, merci à tous pour votre intérêt et votre participation. N'hésitez pas, on essaiera de vous répondre au mieux si vous avez d'autres questions qui vous viennent suite à nos échanges. Et, euh, et voilà, donc c'est bien comme... Enfin, moi, je voulais réinsister aussi sur l'articulation parce qu'il y a eu des éléments dans le chat par rapport à ça. Donc, il y a aussi au niveau national, en fait, un certain nombre de travaux, hein, puisqu'il y a un plan national d'adaptation au changement climatique aussi. C'est pas du tout contradictoire, hein, bien évidemment, puisqu'on utilise les mêmes sources de données pour travailler. Il se trouve qu'au niveau bassin Rhône-Méditerranée, il y a eu un travail qui s'est fait un peu plus rapidement qu'au niveau national, en tout cas en termes de résultats. On vous a présenté aujourd'hui ce plan. Mais le niveau national se base sur les mêmes données. Par contre, les réflexions sont élargies puisque là, on a travaillé dans le cadre du comité de bassin avec un prisme changement climatique vis-à-vis de l'eau au sens large. Il y avait des questions sur les argiles, par exemple. Donc ça, c'est bien pris en charge au niveau national, hein. Il y a un certain nombre de réflexions sur d'autres thématiques vis-à-vis du changement climatique qui sont prises en charge dans ce cadre-là. Merci à tous pour votre participation, puis à bientôt, j'espère. Bonne fin de Merci Merci journée. beaucoup. Merci à Au tous. Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.